Sortie de bocal est un podcast qui s'adresse à celles et ceux qui veulent entrer debout dans la houle des vivants, selon les mots de la poétesse André Chédid. Rêver en action, accueillir nos fertiles transformations intérieures, nos hivers comme nos étés, oser de nouveaux chemins, grâce à des interviews, des bulles d'inspiration et des outils concrets. Ensemble, incarnons nos utopies avec confiance. Créons le monde à nos couleurs, en toute bonne humeur et paix intérieure. Je suis Emeline Génaud, fondatrice du Sommet de l'éducation, du Festival de la créativité et de l'approche créative chamane. Et je reçois aujourd'hui Claire Josan-Mézel, consultante formatrice dans le domaine des plantes médicinales, enseignante de yoga et facilitatrice de cérémonies amérindiennes. Elle est l'auteure du livre Les sagesses du cercle, la résurgence de la spiritualité féminine. Bonjour Claire, bienvenue dans ce podcast. Bonjour, merci beaucoup, Emeline, de m'y inviter. Merci à toi de venir partager tout ce que tu as pu expérimenter et comprendre de différentes sagesses ancestrales sur le sujet du deuil, qui est un sujet qui potentiellement nous a touchés, nous touche ou nous touchera à un moment donné de notre vie. Est-ce que toi qui en plus as expérimenté des deuils proches récemment, donc c'est un sujet, tu m'as dit, qui te tenait à cœur, et est-ce que pour commencer, tu peux nous donner quelques pistes sur ta vision du deuil? Qu'est-ce que c'est le deuil dans le processus global de la vie? Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai eu beaucoup de chance de ne vivre un deuil d'une personne très proche qu'à l'âge de... J'avais plus de 55 ans. Donc déjà, je trouve que finalement, j'ai été épargnée par la vie, bien sûr. Mes grands-parents sont morts quand j'avais disons, entre 12 et 20 ans. Mais ça, c'est dans l'ordre des choses. Et dans les 6 dernières années, j'ai perdu, par contre, mon père, puis ma mère, puis un frère. Donc, je les ai vécus vraiment comme des passages de vie. Vraiment. Hein. Moi, je suis la neuvième d'une famille de 11. Donc, c'est dire l'âge de mes parents, puisque étant dans les derniers et que je les ai, et que, voilà, et que j'avais déjà plus de 55 ans, je savais que leur heure allait bientôt venir. Hein, et je pense que même si on sait qu'une personne très chère va mourir, c'est difficile de se préparer et de savoir exactement quelles émotions vont surgir. Hein. Et vraiment, en plus, quand une personne est âgée, puisque mon père est mort, il avait 92 ans, et puis ma mère, après, elle en avait 95, c'est un petit peu comme un échafaudage qui tombe, parce que finalement, il y a plusieurs générations. Hein, ils étaient déjà arrière-grands-parents. Puis tout d'un coup, patatras, surtout qu'on a ressenti à ce moment-là que c'était vraiment mon père qui tenait la famille. Donc, il y a vraiment eu comme une chute. Hein. Enfin, ça a été assez fort. Et puis aussi, ça, j'aime bien cette analogie de l'échafaudage. Et j'aime bien aussi l'analogie aussi du jeu d'échecs. C'est-à-dire que dans une famille, chacun a un peu un rôle, chacun se déplace à sa façon, se positionne d'une certaine façon. Et après, quand il y a une des, je sais pas comment on appelle ça, enfin, si c'est le roi ou la reine, comme, je ne sais pas comment on les appelle, du coup, il y a un personnage qui n'est plus là. Et du coup, ça vient complètement changer les rapports entre les personnes. Donc, il y a à la fois la perte de la personne qui vient de partir, et puis tout d'un coup, les nouvelles projections qui nous sont faites et qu'on fait aux autres du fait que la personne n'est plus là. Et ça, avec bien sûr les histoires de succession qui viennent rajouter aussi des problèmes. Et puis aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que euh, 8 semaines après que mon père voilà, s'en aille, mon beau-père est mort aussi, ce qui veut dire que mes deux filles ont perdu leur grand-père à 8 semaines d'intervalle. Et c'est quand même fort aussi de voir, voilà, sur un lit mort, un grand-père
euh, comme ça, sur son lit de mort à 8 semaines d'intervalle. Donc, ça a été, voilà, il a fallu que j'accompagne mes filles, enfin que moi, voilà, donc, et mon mari, donc ça a été assez spécial. Sur ce que tu disais, sur le fait que ça fait bouger les équilibres et les rôles, bon, évidemment, ça fait penser à plein d'histoires qu'on a pu lire ou voir au cinéma. Voilà, un peu les histoires de famille qui émergent au moment où un parent, un grand-parent, un oncle, etc. décèdent. D'ailleurs, c'est le sujet de beaucoup de romans policiers, mais bref. Et, mais surtout, à côté de ça, ça me faisait penser, est-ce qu'on peut comparer ça à quand dans une forêt, mettons, un grand arbre, mettons, un très vieux chêne tombe. Et tout d'un coup, il y a comme de la place pour tout un tas d'autres arbres pour pousser. Il y a comme de nouveau, bon, il y a quand même une compétition, du coup, qui se remet en route, en fait, autour de, voilà, cet espace libre, la lumière, etc. Enfin, est-ce qu'il y a ça un peu, ce côté, voilà, on remet en jeu tout ça Oui, alors justement, quand tu parles de l'arbre, ça me fait penser justement, et j'avais un petit peu envie d'évoquer ça, c'est le taoïsme que j'ai étudié et en fait, qui vient vraiment nous montrer, en fait, le taoïsme a des lois qui sont tirées de l'observation de la nature et qui démontrent combien l'évolution du végétal est reliée à notre évolution, à nous, en tant qu'être humain, à ses cycles, à ses saisons. Et donc, le printemps qui est relié à la couleur du vert, hein, il y a les pousses vertes qui surgissent, puis après, il y a l'été qui est relié au rouge avec la fructification, après l'automne qui est relié à la couleur jaune, puisque les feuilles jaunissent et puis tombent, puis après l'automne est relié au blanc, le blanc, c'est le moisi qui apparaît, et l'hiver est relié au noir, avec l'humus qui aussi arrive, mais qui va justement permettre aussi cet humus au cycle végétal de renaître. Hein. Je voudrais juste, avant de complètement répondre à ta question, c'est de montrer que sur Terre, il y a une race verte chez les taoïstes, donc la race du végétal. Et puis, quand tu observes ces différentes couleurs, le rouge, le jaune, le blanc et le noir, ce sont les 4 couleurs de la race humaine, puisqu'il n'y a qu'une race, mais il y a 4 couleurs. Donc juste pour montrer combien nous sommes reliés au végétal. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression, alors je ne saurais te donner la référence, mais je sais que j'avais été une fois à l'enterrement de la mère d'une de mes belles-sœurs, il y avait un très beau texte qui disait que justement, lorsqu'on enterre quelqu'un, il y a une vraie vie, il y a quelque chose, il y a un renouveau en nous aussi. C'est comme si il y avait une fécondité qui apparaissait du fait que cette personne était décédée. Et dans un des livres qui a été écrit par l'actrice Marie-Christine Barrault, il y a une jolie phrase, c'est un livre qui est sorti, ça fait pas très longtemps, c'est les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Et comme si, à la mort de quelqu'un, il y avait ce passage de vie qui faisait que on allait vers une nouvelle conscience. Alors, quand on perd son premier parent, donc c'est vraiment quelque chose de difficile, hein, on est à moitié orphelin ou orpheline. Puis après, quand on perd le deuxième, là, finalement, on devient la dernière génération. Donc, il y a quelque chose, mais aussi, même s'il y a une forme de tristesse et de vide, il y a aussi un rôle à jouer et une place à prendre. Donc, voilà, ça fait partie, justement, comme on en parle dans, dans la roue de la médecine, hein, c'est de vraiment vivre en conformité avec tous ces cycles de la nature pour accepter aussi les cycles et les étapes de la vie qui finalement sont assez reliés. Hein. Les cycles du végétal et les cycles de l'être humain, c'est vraiment relié. Et le deuil en fait partie, tout comme la naissance. Hein. Donc,
peut-être qu'on perd ses parents, mais c'est le moment aussi, on devient grands-parents aussi. Donc voilà, c'est la vie. C'est la vie. Toi qui as des enfants, tu as vu Simba dans Le Roi Lion. Je trouve ça très beau, cette idée de fécondité de la mort et puis d'humus, en fait, voilà, qui permet, enfin, qu'un nouveau terreau pour des nouvelles graines et pour les vivants. Et je trouve ça très beau, cette phrase que tu cites, les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Enfin, vraiment, ça me parle énormément. Mhm. Et ce que j'aimerais bien que tu puisses peut-être nous dire, si tu penses que c'est pertinent, c'est, je me souviens que tu nous avais transmis dans des sagesses amérindiennes, alors il y avait la voix rouge et la voix blanche, c'est ça? En fait, pour les Amérindiens, c'est vrai que cette roue de médecine nous donne deux types de voix. Il y a la voie rouge, c'est-à-dire la vie que l'on va mener sur Terre, avec bien sûr toutes ces saisons que l'on va traverser, ces saisons à la fois, ces saisons de l'année, puis aussi ces étapes de vie. Mais pour eux, justement, ces processus, ils sont aussi inscrits dans les profondeurs de notre esprit et ils vont se manifester à plusieurs niveaux dans notre vie. Je m'explique. Parce qu'il y a à la fois cette voie rouge, donc c'est cette vie qu'on va mener sur Terre, mais lorsque l'on va mourir, du coup, on va traverser ce qu'ils appellent la voie bleue. Et la voie bleue, c'est, eh bien, c'est cet espace entre le moment où notre âme s'en va et qu'elle va revenir. OK? Donc, au rythme des saisons de notre vie, puisque ce schéma, ce modèle, ce process est inscrit dans les profondeurs de notre esprit, OK? Et on va le retrouver dans notre vie. Alors, lorsqu'on arrive sur Terre, on arrive de l'Est. On arrive à l'Est. Hein, c'est comme une renaissance. Et cette renaissance-là, on la vit aussi à chaque printemps. Puis on va descendre, voilà, notre âme descend vers le sud, où là, on commence notre voie rouge qui nous emmène vers le nord. OK? Et une fois que, voilà, on meurt, on va à ce moment-là, à partir du nord, redescendre vers l'est, ce qu'on appelle par la piste des ancêtres. En Oui. fait, on arrive par l'est et on repart, je pourrais dire, comme mot, on pourrait l'appeler les limbes, hein, ce qu'on pourrait, enfin, je ne saurais pas quel autre mot dire pour que ça parle à tout le monde et que ce soit, on va dire, transculturel. On repart dans des limbes et là, on sort pas par l'est, mais on re-rentre par l'est et là, on traverse la voie bleue qui va d'est en ouest, alors que la voie rouge, elle va du sud vers le nord. Ça fait vraiment comme une croix, ok? Et donc là, quand il y a un appel pour revenir sur Terre, on va repartir de l'ouest à travers la voie bleue et re-rentrer dans, ou on va dire ressortir par l'est. J'espère que ce sera assez compréhensible pour les personnes qui nous écouteront sans schéma. Pour là, eh bien, voilà, nous réincarner et repartir vers le sud pour aller vers la voie rouge, puis repartir, puis voilà, vivre notre vie et puis redescendre vers l'est pour repartir vers l'ouest. Donc, ces processus, puisque notre âme les a vécus plusieurs fois, on les revit aussi dans notre vie à travers les saisons et j'imagine aussi à travers les différents deuils qu'on peut avoir. Mais puisque ce deuil va nourrir aussi cette vie en nous, voilà, c'est important de l'accepter et surtout de lui donner du sens.
à ce deuil. Hein? Donc, par rapport à ce que tu évoquais avant, sans vouloir trop intellectualiser, parce que je pense que ça ne sert à rien, c'est que on pourrait dire que justement, grâce au printemps, on renaît, et à l'automne, lorsqu'on décide de repartir justement ou de retraverser cette voie bleue, ça veut dire que aussi à l'automne, il y a une forme de décision. Hein. C'est pas une renaissance, mais il y a quelque chose de très conscient à ce moment-là qui fait que on décide quelque chose. Alors bien sûr, ça va dépendre des personnes et de ce qu'on est en train de traverser pendant notre vie. Mais il y a comme une décision consciente de renaître et voilà, et de mettre en place des choses à ce moment-là. Et puis finalement, on rectifie certaines choses à l'automne parce qu'on peaufine. C'est vraiment une façon de peaufiner. Et puis, et puis en plus, ces cycles de la créativité sont importants aussi. Il y a des moments où on est très, très, très créatif, puis tout d'un coup, ben voilà, ça se lève, c'est ascendant, puis tout d'un coup, on arrive à une forme de zénith, puis après, ben, il n'y a rien qui se passe, mais on a l'impression que rien ne se passe, mais d'une façon assez souterraine, oui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et il faut accepter que parfois, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est beau parce que c'est à la fois, enfin, je trouve que c'est comme si on voyait différents niveaux. Il va y avoir peut-être des projets où on va passer simplement de l'automne au printemps parce que, comme tu dis, on va peaufiner, on va se réajuster, ça va faire comme une spirale. Et donc, finalement, quelque part, on tourne autour de notre sujet. Par exemple, si c'est un sujet créatif, on va tourner autour de notre sujet sous différents angles, etc. Et puis, il va y avoir des choses, au bout d'un moment, comme tu dis, bah, il se passe plus rien. Et peut-être c'est le temps de l'hiver et de composter et de se dire ça va devenir complètement autre chose. Et c'est fini. Enfin, c'est fini, ça existe toujours quelque part et finalement c'est comme le deuil d'une personne. On sait que la personne, bon, chacun a ses croyances, mais quelque part, voilà, on garde une relation avec cette personne d'une manière ou d'une autre, mais c'est plus sous la forme qu'on a connue du tout en tout cas. Bien sûr, j'aime bien cette phrase qui dit la personne qu'on aimait n'est plus où elle était, mais elle est partout où nous sommes. Et c'est vrai que moi, quand je suis dans mes moments de plénitude et de douceur de vie, je pense toujours à ma mère. Et je me dis, ah oui, c'était sympa, c'était quelqu'un de... Voilà, dans les petites choses de la vie, il y avait toujours une douceur de vivre en sa compagnie. Et mon père était très caustique et quand j'ai envie de rire, je pense à lui. Donc c'est un vrai héritage aussi. Hein. Et je ne suis plus triste parce que je sais qu'ils sont bien aussi. Et ça, c'est important. Et puis, j'espère qu'un jour, je les... voilà, on se reverra. Alors, chez les catholiques, ce sera avec un corps céleste, je ne sais pas. On verra. Et puis, finalement, ce n'est pas très important pour moi dans ma vie à l'heure actuelle, mais il y a une forme, ce qui est important, c'est cette acceptation que c'est ça de toute façon. On ne peut pas aller contre, donc il n'y a que à l'accepter. Oui, c'est ça. Ça faisait partie aussi des questions que je voulais te poser. C'est finalement comment plonger en fait dans le processus sans résister. Notamment peut-être, je pensais quand tu parlais, parce que visiblement tu avais une relation très saine et joyeuse avec tes parents, mais il y a des personnes qui perdent des proches avec qui ils ont potentiellement pas résolu des conflits ou avec qui il y a comme des choses qui restent vraiment en suspens. Et il y a ce regret ou ce remords de ne pas avoir résolu justement ces problèmes, peut-être avec les personnes qui sont parties. Et peut-être dans ces cas-là, il y a comme une résistance au deuil ou quelque chose une souffrance qui se rajoute. Et voilà, je ne sais pas si tu as des pistes, peut-être voilà, venant de ces sagesses ou toi de ton expérience, sur comment plonger dans l'expérience, sachant qu'il y a forcément voilà, des choses douloureuses à vivre. Bon. Écoute, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je pense que si on n'a pas réglé quelque chose avec la personne qui est partie, ça va être plus difficile. Donc, c'est bien
tenter de le faire, de tendre la main. Voilà. Je pourrais pas te dire tellement plus. Je te dis, moi, le deuil, je l'ai vécu tard pour la première fois. Finalement, ça a été avec des personnes avec qui j'avais pas trop de conflit, enfin, j'avais même pas de conflit. Après, si, ça m'a parlé, bien sûr, de moi, d'une place que peut-être moi j'avais euh, auprès de mes parents, qui peut-être étaient enviés par certains de mes frères et sœurs, mais finalement, d'avoir chéri une relation, on peut pas nous en vouloir, tu vois, mais euh, je pense que c'est quand même important, si jamais j'avais quelque chose à dire, c'est tenter de régler avec des personnes, enfin, quand on sait que de toute façon, ces personnes risquent de partir avant nous, je pense que c'est bien d'essayer de régler le problème avant qu'ils ne partent. Donc, je ne peux pas te dire tellement mieux que ça parce que j'aime bien parler de mon expérience et voilà, c'est un petit peu difficile pour moi d'en parler. Pour revenir à tout à l'heure, il y a un terme que je trouve important aussi dans ces processus de créativité, c'est l'incubation qui est importante. Hein. Donc voilà. Et puis peut-être que justement, quand une personne voilà, chère part, eh ben, faut accepter qu'il y a des périodes difficiles. Hein. Ça fait partie aussi de... Bah oui, tout à fait, ouais. Accepter de passer par la douleur de la perte. Oui, oui, oui. Et puis aussi d'accepter que aussi, ben, cette personne-là, elle n'a pas été la personne qu'on aurait aimé qu'elle soit. Ouais, faire le deuil Et de nos attentes, de ce qu'on aurait aimé. exactement, exactement. Mm. Bon, c'est tout un cheminement, hein, et puis on ne peut pas parler en général de ça. On ne Oui, peut pas avoir de généralité. c'est Mais ça. c'est vrai que j'aime bien le Tao et la roue de médecine parce que ça nous donne Oui. des pistes de réflexion. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans ces sagesses-là qui te viennent sur, ouais, voilà, sur comment est-ce qu'on traverse le deuil, comment est-ce qu'on accueille la mort, comment est-ce qu'on garde un lien avec les défunts aussi, peut-être, comment on les célèbre? Euh, je dirais que quand on traverse un deuil, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est prendre soin de ses émotions, prendre soin, je dirais, de son espace sacré aussi, parce que il y a des moments où on a très certainement besoin de silence, d'écoute de soi-même. Prendre soin aussi des personnes avec qui on vit, qui nous sont chères et de justement valoriser cela. Hein. C'est de vraiment de nourrir ce souvenir et je dirais de parler de la personne aussi. C'est important de parler de la personne qui est décédée et de pouvoir être avec des personnes qui l'ont aimé aussi. Enfin, moi, j'ai apprécié ça. Et, et ça m'amusait parce que quand je voyais ma mère qui avait 90 ans, quand elle parlait avec sa sœur, on aurait dit deux petites filles qui parlaient de papa et maman. C'était mignon, mais il y avait quelque chose voilà, de, de tendre en fait aussi. Voilà, de nourrir la tendresse, je dirais, au moment du deuil. On a besoin vraiment d'être dans un cocon, dans un cocon, hein, déjà en soi. Après, bien sûr, ça va dépendre des croyances de chacun. Hein, chez les Tibétains, ce qu'on appelle le bardo, hein, le bardo naturel de la vie, ça n'est que finalement que un des aspects de notre vie en tant qu'âme. Hein. Il y a le bardo qui précède la mort, il y a le bardo après, et puis il y a aussi justement le bardo du devenir jusqu'à une nouvelle naissance. Donc je pense que c'est important aussi, parce que moi je l'ai ressenti, d'autant plus que ma mère
elle était dans un moment où elle est allée en soins palliatifs. Et je dirais que moi, ce qui m'a aussi perturbée, c'est que j'avais besoin d'être sûre que, en fait, au moment où elle est partie, elle a pu monter d'une façon naturelle aussi, dans le sens où, mais maintenant je le ressens, que ce bardeau lumineux de l'après-mort dont parlent les Tibétains, j'ai senti que oui, qu'elle avait ascensionné, qu'elle était montée d'une façon naturelle, même si on l'avait aidée à partir à travers des soins palliatifs. Ça aussi, ça fait partie d'une douleur de mon deuil à un certain moment. C'est je ne savais pas si elle était partie ou si le cheminement se faisait d'une façon, je dirais, juste et sacrée. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de... Donc, bien sûr, ça, c'est de l'ordre de la croyance. Et pour moi, c'est important que la personne qui part aussi, elle soit accompagnée à partir d'une façon naturelle et je dirais par une voie spirituelle aussi. Quand je dis une voie spirituelle, c'est un chemin. Je ne sais pas si ça te parle quand je te dis ça. Oui, énormément. Ça me parle Voilà. énormément, mais comme tu dis, effectivement, ça dépend des croyances. En même temps, j'ai l'impression que pour tout le monde peut se poser la question de justement comment part la personne et comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Enfin, même si on n'a pas la croyance qu'il y ait quelque chose après, mettons que tu perdes justement ton frère ou une belle-sœur dans un accident de voiture, par exemple. Euh, ben voilà, tu restes avec vraiment cette question, comment est partie la personne? Et je veux dire, même en n'ayant pas des croyances spirituelles très fortes, enfin, j'imagine que tu te poses quand même des questions sur qu'est-ce que devient cette âme traumatisée. Enfin, donc, Oui, parce que finalement, ce que les Tibétains, alors, eux, ils parlent du bardeau lumineux de cette âme qui remonte, mais il y a aussi l'avant, la mort, qui est aussi un passage de vie. Comment on se prépare à cette mort. Et si c'est un accident de voiture, bah, c'est très brutal pour celui qui est mort, parce qu'il n'a peut-être pas eu le temps de se préparer. Et aussi, bah, c'est brutal pour les personnes qui restent et qui se disent, oh là là, et d'ailleurs, on appelle ce bardeau d'avant la mort le bardeau douloureux. Hein. Et donc, il y a vraiment ces passages qui sont importants à vivre, à la fois pour la personne qui va mourir, mais aussi pour la personne qui accompagne. Moi, il se trouve que j'ai déménagé pour être près de ma mère avant qu'elle ne parte. Et ça a duré 5 mois. Et donc, c'est vrai que ça a été douloureux de changer complètement ma vie, etc., pour aller m'installer près d'elle et d'être à côté d'elle. Donc, je l'ai vécu, ces moments-là, donc ça a été bien, mais elle est partie, puis tout d'un coup, moi, j'avais été comme un petit peu déracinée aussi de là où j'habitais. Donc, cet après-mort a été d'autant plus difficile, je dirais. Hein. Mais bon, il y a aussi, voilà, cette espérance et cette foi aussi en la vie qui est important de nourrir. Et c'est pour ça qu'on a besoin se retrouver face à soi-même, parce que faut vraiment, il y a des émotions qui sont là. Il y a beaucoup d'émotions. Il faut faire le tri entre les émotions. ça me parle ce que tu dis sur la foi en la vie, parce que je pense que ça nous met aussi, enfin, à chaque fois face à notre propre mort et à notre propre finitude, et il y a comme une peur racine quand même, cette peur de la mort. C'est quand même une peur assez ultime. Enfin, et je me souviens qu'une fois, tu disais que ta maman était dans l'éther. Et ça m'a parlé parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il y a aussi une peur qui vient avant la peur de la mort et de la perte des êtres chers. C'est la peur que nos parents vieillissent, que nos parents, tu vois, de plus les retrouver comme on les connaissait avant. Et puis, ça nous met aussi de nouveau face à notre propre vieillesse, face au fait que, voilà, on va perdre peut-être des capacités, enfin, etc. Et justement, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur cet âge de l'éther. Comment voir, euh, sous quel angle voir cet âge de l'éther, en fait? Quel sens ça a? Oui, bah, pour moi, si tu veux, ça a beaucoup de sens. Moi, j'adorerais pouvoir mourir consciemment. J'adorerais, vraiment. Après, tu as les circonstances de la vie
Et c'est pour ça que c'est difficile de totalement se préparer, parce que finalement, tu ne sais pas. En plus, quand tes parents sont mis dans des institutions où tu ne sais pas trop ce qui se passe, forcément, où on te parle de soins palliatifs, même si l'accompagnement est beau, etc., et que les gens sont là et qu'ils vous préviennent, etc., finalement, je dirais que cet aspect spirituel, il n'est pas tellement pris en compte dans les soins palliatifs. L'âme, Ouais. l'âme. Je crois qu'il existe des doulas maintenant, des doulas Oui, de ce oui, passage-là, oui, mais oui, oui. c'est pas la Mais majorité. il y a quand même une partie opaque, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a fait souffrir finalement. Si je me suis dit, et puis après, j'ai fait confiance et je savais, dans la croyance de ma mère, je savais, enfin, il y avait vraiment cette relation à la Vierge Marie et je savais que même si avant sa mort, voilà, elle était plus complètement consciente, je lui disais des choses. Je lui disais que la Sainte Vierge était là, qu'elle allait l'accueillir, les bras ouverts et qu'elle pouvait s'abandonner. Et ça, pour moi, ça m'a quand même fait du bien après, même s'il y a eu un passage où je sais qu'il y a eu quand même quelque chose, voilà, qui moi m'a choquée parce que voilà, il y a un moment où il y a des patchs qui sont mis à la personne et je trouve ça rude, surtout quand on n'est pas mis au courant. Mais bon, voilà, j'ai foi dans la vie et je sais qu'elle est bien là. Je sais qu'elle est bien. Je le sais, je le sens. J'ai plus de doute. J'ai trouvé très beau ce que tu as dit, ce que tu viens de dire là, sur le fait que tu voulais passer dans la mort consciemment. Si on voit la mort et enfin voilà, la naissance comme comment dire, les deux boules d'un balancier, tu sais, avec l'équilibre au milieu. Je trouvais ça beau ce que tu disais ouais, sur la mort comme, enfin voilà, j'ai envie de mourir en conscience et comme on a envie de donner naissance en conscience en se disant voilà, je sais que ça va être un passage, je sais que ça va être une traversée, je sais que potentiellement ça peut être douloureux, mais j'ai envie de vivre le processus jusqu'au bout. Et il y a des merveilles, c'est vraiment ce que tu disais sur la fécondité de la mort, il y a des merveilles, il y a des pépites, c'est pas des pépites, mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est merveille, parce qu'il y a comme un monde à traverser. Et dans cette traversée, on va découvrir des choses qu'on n'aurait même pas soupçonnées et que notre tête peut pas soupçonner et qu'on a besoin de vivre avec le corps et avec tout notre être, quoi. Donc, c'est beau ce que tu dis là, vraiment. Mm. Et en fait, moi, quand j'ai eu ma première fille, parce que bien sûr, le premier enfant, là, tu passes une vraie porte, hein, tu deviens mère, et là, tu es confronté, entre guillemets, à l'impermanence. Ce petit être, il peut mourir. Et moi, j'ai eu un postpartum, mais très, très douloureux à cause de ça aussi. Parce que je me disais, oh là là, mais ça va être affreux. Donc finalement, c'est là où j'ai compris la mort sans l'expérimenter, ou plutôt que j'ai envisagé la mort. Ça m'a vraiment mis la vie et la mort comme vraiment les deux grands sujets. Ouais. Il y a une très belle chanson qui est chantée par John Baez, qu'on arrive sur Terre avec trois blessures, l'amour, la vie et la mort. C'est les trois blessures avec lesquelles on arrive sur Terre. C'est en devenant doula, mais doula pour les femmes, pas pour, enfin, je veux dire doula pour les mamans, pour les jeunes mamans qu'on avait Mm. eu, parce que j'ai fait cette formation en espagnol avec une Argentine, et il y avait une femme qui nous avait parlé justement du deuil prénatal Oui. quand on fait une fausse couche. Et moi, je l'ai vécu, ça. Donc, c'est vrai, je dis que je n'avais pas vécu la mort, mais si j'ai vécu le deuil prénatal. Finalement, jusqu'à ce que ce bébé qui n'est pas né, finalement, le reste de la grossesse qu'on n'aura pas, on fait son deuil. Et le jour où peut-être il aurait pu naître, ben à ce moment-là, voilà, on peut lâcher vraiment. C'est-à-dire que nous, les femmes, on est soumis au cycle de vie, mort-vie à travers notre cycle menstruel. Et tous les mois, il y a la vie qui pourrait venir. Et la plupart du temps,
ben, on féconde pas. Enfin, ouais, on ne féconde pas, on ovule, mais on ne féconde pas. Et après, voilà. Donc, il y a aussi ces 4 saisons du cycle menstruel et c'est très complexe d'être une femme finalement, puisqu'on est soumis à cette valse des hormones tous les mois avec ce cycle de vie, mort-vie, ce qui nous rend vraiment aussi liés à la vie et à la mort toute notre vie et combien c'est important d'aider en tant que femme à la naissance et aussi à la mort. Ça nous fait toucher autant à la vulnérabilité qu'on porte et à la puissance qu'on porte, je trouve, de traverser ces cycles tous les mois, mais vraiment de manière palpable. Moi, je dirais que notre vulnérabilité, c'est juste un pont vers notre force. C'est-à-dire, je ne ferai pas l'apologie en soi de la vulnérabilité, mais c'est un pont. C'est-à-dire que c'est en rentrant dedans qu'on va vers notre force. Ouais, je suis d'accord. En fait, je crois que moi, la vulnérabilité, je l'associe à l'humilité. Et pour moi, l'humilité, c'est une valeur très importante parce que c'est là où tu lâches et que du coup, il y a des cadeaux qui peuvent venir. Tu vois, tant que tu braques, tant que tu figes, tu vois, tu peux pas Voilà. t'ouvrir à autre chose. Tu Oui, tu vois. Mm, rentres. mm, mm. Et on revient à l'humus avec l'humilité. Voilà, essayer de le vivre, de tout vivre consciemment et surtout d'accueillir et de s'accueillir aussi. Et c'est ça le féminin. Accueillir ce qui vient et s'accueillir parce que finalement, dans le fait de s'accueillir, il y a un concept assez bouddhiste, c'est l'auto-réflexion, un self-reflection en anglais. C'est-à-dire cette capacité à regarder ce qu'il y a en nous. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de l'analyser, mais on le voit juste. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui fait que aussi on avance. Tout à Merci fait. Claire, un grand merci. Merci à toi, Emeline. Merci aussi. Félicitations pour tout ce que tu fais et tout ce que tu mets en place.